Sous le casque, une émission de Garelli Online. Eh bien bonjour à tous, Jérôme au micro, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous sommes sur le site de stade de Alliance Riviera à Nice pour le salon IBT Côte d'Azur, organisé par la Fédération du bâtiment de la CCI, l'UPE 06. Et nous allons durant cette journée interviewer plusieurs personnes, plusieurs personnalités. On va vous faire partager tout ça en podcast comme on a l'habitude de faire et dans notre émission Sous le casque. Et j'espère que ça va vous intéresser, vous amener de nombreuses informations et vous faire plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à de suite pour les premières interviews. Rebonjour, nous sommes toujours au salon IBT au stade Alliance Riviera et j'ai la chance et l'honneur de recevoir Denis Hubert qui est un directeur du groupe Garelli. Bonjour Denis. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Quelques questions. Pourrais-tu nous parler davantage de la branche Garelli IES et de son rôle au sein du groupe, s'il te plaît ? Merci. Écoute, Garelli IES a été créé en septembre 2012, donc il y a près de 11 ans de cela, pour accompagner le groupe Garelli dans des travaux relatifs à l'industrie et tout ce qui est également travaux sous contrainte d'accès, contraintes de travaux souterrains, travaux en milieu dangereux, milieu contaminé. Donc pas mal de sujets qui viennent en complément des savoir-faire du groupe Garelli. Ok. Garelli IES aborde-t-il, la société Garelli IES aborde-t-elle les questions liées à l'environnement et en particulier le traitement de l'amiante ? Alors effectivement, l'amiante est une composante particulière qui a été développée depuis 2015 sur l'activité de Garelli IES. Alors comme le reste du groupe, nous sommes certifiés 9001, 14001, donc gestion de l'environnement et de nos processus et chantiers en contrainte environnementale. Ouais, tout à fait, ouais. 45001 pour la partie sociétale et la partie sécurité pour nos équipes. Et donc on a rajouté depuis 2015, je disais, la compétence des travaux en amiante, en particulier sur la Corse, c'est là où c'est le plus concentré. Mais aussi, on a eu des opportunités de travailler sur le secteur de l'Isère pour l'aménagement hydroélectrique de l'Ivey-Gavet et prochainement d'autres dossiers potentiellement à l'export. Alors l'export, ça restera les DOM-TOM, mais territoire français, une île un peu loin de nos bases. Ok, pour que nos auditeurs comprennent bien, sur la Corse, les gars sont bien évidemment en déplacement sur site, ils ne rentrent pas tous les soirs à la maison, c'est bien ça, hein ? Alors effectivement, c'est des contraintes d'éloignement qui sont complexes. Vous connaissez des gens qui ont travaillé historiquement chez Garelli SAS comme Majid en particulier, qui nous accompagne depuis maintenant 5-6 ans sur la Corse et donc il est en déplacement calendaire permanent sur la Corse. Donc c'est pas simple sur le plan familial, sur le plan technique, sur le plan communication avec les équipes, sur l'éloignement. C'est pas que le fait que la Corse soit des équipes autonomes et indépendantes, mais ça oblige de l'autonomie et de l'indépendance pour réaliser tous ces chantiers. Petite information donc à ce sujet, ces podcasts que nous essayons de réaliser sont destinés au plus grand nombre et bien évidemment nos équipes qui sont en déplacement. Je pense aux équipes corse, je pense à Rémi Da Silva qui est en ce moment sur Blois, etc. etc. Denis, pour continuer, les principaux défis auxquels Garelli IES est confronté en matière de travaux publics dans les environnements complexes, tu peux nous en parler ? Ça s'arrête pas, chaque chantier a son lot de contraintes. On aura prochainement des opérations, j'espère, en tout cas on est en train de les étudier, encore sur la Corse, sur des barrages, où on va devoir travailler sur des agrandissements de barrages et de la mise en place de stations de relevage pour permettre d'optimiser l'énergie sur l'autonomie énergétique de l'île. Et tout ça en contrainte amiante. Donc il va falloir faire à nouveau des travaux de terrassement, de travaux spéciaux, de génie civil. Et donc ça fait partie des sujets complexes. Je l'évoquais, d'autres dossiers, on a travaillé il y a quelques temps sur la Guyane, j'ai d'autres dossiers à l'export qui se préparent. Et voilà, c'est notre caractéristique chez Garelli, c'est d'être là pour faire des choses compliquées que les autres ne regardent pas ou très peu.
parce qu'on a la chance d'avoir cette polyvalence de métiers, de compétences dans l'entreprise, dans l'ensemble de l'entreprise. Et Garelli IES n'est qu'un vecteur de plus, une corde à l'arc complémentaire du groupe Garelli pour savoir s'exprimer auprès de nos clients. Ok, à ce sujet-là, j'imagine, te connaissant, que tu veux continuer à innover et à développer la branche IES dans les années à venir. Tu vas nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est une continuité d'être innovant, d'essayer d'être innovant sur des processus. L'amiante est un sujet particulièrement contraint et complexe et avec des responsabilités qui sont fortes et pénales potentiellement. Donc il faut faire les choses comme il faut maîtriser les processus, il faut réfléchir à comment les forages sont réalisés, comment la brumisation peut être efficace. On est en train de préparer là aussi des soumissions sur des grosses démolitions, déconstructions d'usines, l'usine d'amiante de Canaries, sur laquelle on va devoir... Ça, c'est bien ça. Hein. C'est en Corse, ouais, au Cap Corse. On va avoir besoin de trouver des méthodes qu'on n'a pas fait encore, qu'on n'a pas développées. On est en groupement avec des partenaires et tous on se rase la tête en disant comment on va faire. Donc oui, on est contraint d'innover, de se développer, de ne pas s'endormir sur ce qu'on sait faire. Et de toute façon, nos clients nous continuent de nous poser des problèmes tellement spécifiques à chaque fois qu'on a la chance et l'honneur de leur proposer des solutions les plus techniques possibles et les plus complètes possibles. L'adaptation est le mot important de ton discours. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du salon donc à l'Alliance Riviera où nous allons recevoir beaucoup de jeunes, des collégiens, des lycéens. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui souhaiterait intégrer Garelli IES, le groupe Garelli ou en règle générale le secteur des travaux publics ? Alors c'est une grande et large question parce que le recrutement c'est la clé de tout, c'est la clé de nos collaborateurs de demain. On n'a pas que besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, d'ouvriers, de toute une équipe avec un savoir-faire élargi, on va dire. Donc aujourd'hui on reçoit des niveaux collège-lycée, certains qui vont s'arrêter ou s'orienter vers des bacs pro. Donc c'est des sujets que je souhaite vraiment développer, d'accueillir en alternance, en formation continue des niveaux bac pro dans nos équipes. Pour pouvoir les intégrer donc, dans le monde du travail le plus rapidement possible, c'est bien ça. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis après, les amener sur des postes de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux. Enfin, toute la pyramide peut être parcourue dans l'équipe, dans le groupe Garelli. C'est pas que spécifique à Garelli IES. Le diplôme, une fois qu'on l'a en poche, surtout on le met aux oubliettes et on bosse. Donc le conseil, c'est soyez curieux, venez nous rencontrer déjà, soyez curieux, soyez présents, soyez ponctuels. Les chantiers sont là où ils doivent être par définition, donc il faut être mobile, il faut être réactif, il faut être pertinent, simple et puis engagé. Voilà. Ok. Juste un petit mot à ce sujet-là, je trouve ça bien que tu en parles dans le sens où je trouve que dans notre métier, et je suis l'exemple parfait de la chose, de dire on peut très bien évoluer l'ascenseur social et en tout cas l'évolution de compétences et de postes dans les entreprises de travaux publics est souvent réelle et pertinente. Et elle existe et elle est très intéressante pour tout le monde. Quelques petites questions sur les travaux acrobatiques et ces travaux sur corde en termes de sécurité, de formation. Les pratiques, les techniques, voilà, tu peux nous en dire quelques mots puisque je sais qu'au-delà des travaux d'amiante, c'est des travaux d'amiante souvent qui sont en phase travaux sur corde. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus ? Alors effectivement, le métier de cordiste n'est pas un métier à part entière. On va être foreur, on va être projeteur, ferrailleur. La corde n'est qu'un moyen d'accès. Et c'est une compétence complémentaire à nos collaborateurs, que ce soit sur Garelli, IES ou SAS au demeurant. En complément de l'activité que j'ai sur Garelli, je suis administrateur du syndicat France Travaux sur Corde qui permet de gérer l'évolution réglementaire de ces diplômes et de ces formations professionnelles et professionnalisantes, donc les CQP. Il va y avoir justement des évolutions importantes sur ce qu'on appelait historiquement les CQP-C cordistes ou CQP TC, techniciens cordistes, qui vont évoluer au demeurant.
Et pour avancer là-dessus, donc 2024-2025, on aura ces évolutions réglementaires au demeurant. Mais je redis, la Corse, c'est qu'un moyen d'accès. Le vrai job, ça va être de forer, ça va être de conforter une route, ça va être de travailler dans un tunnel au demeurant. Donc c'est qu'une corde à nos arcs de plus dans notre diversification pour apporter des solutions innovantes à nos clients. Ok, c'est parfait. Un petit mot sur la communication que tu peux avoir sur tes équipes sur le terrain, avec tes équipes sur le terrain ou en dehors du département, sur le siège. Voilà, comment tu procèdes pour pouvoir communiquer le plus facilement possible avec tout ce monde un peu éparpillé partout. Eh bien, c'est un sacré sujet. Effectivement, la Corse, c'est un sujet où on se pose beaucoup de questions dans la capacité à communiquer ensemble, à travailler ensemble. Donc, il faut bien évidemment de la confiance. C'est l'élément clé de tout. De la confiance, de la transparence dans les difficultés de chacun, que ce soit la direction, la conduite de travaux, les chefs de chantier au demeurant. Quand il y a des problèmes, il faut les identifier, il faut savoir les communiquer, les écrire, les parler, avec la réactivité qui va bien. Donc la Corse, on l'a dit, l'air de rien, c'est qu'à 40 minutes de vol, mais il n'y a que 2-3 vols par jour maximum. Donc, les contraintes en logistique aussi sont importantes. Voilà, logistique, tu sais que quand on voit un camion là-bas, même si tous nos chauffeurs ont toujours un grand plaisir à rejoindre nos chantiers corse. C'est pas faux. Non, sans rire, ils sont. On arrive bien à croiser, à mailler nos interactions. Et nos chefs de chantier, que ce soit Jérôme Cavalier, qui nous file un coup de main important en ce moment sur le continent pour le chantier Escotal, l'urgence de Saint-Laurent-du-Var, mais également Georges Raffaelli, qui sont là-bas sur place, et ils ont beaucoup d'autonomie et une certaine indépendance dans le pilotage au quotidien. Et puis Mathieu Caron, Nicolas Lazzarini viennent les assister régulièrement sur le pilotage des opérations avec nos clients, essentiellement la collectivité territoriale de Corse, mais aussi EDF, l'ADEME, pour lesquels nous travaillons régulièrement. Pour la parenthèse, sur la distance, la Guyane est un sujet plus singulier. C'est vrai, quand tu nous as plus emmené travailler en Guyane. Mais je regarde. On avait répondu à un gros dossier de barrage à Saut-Belle-Étoile, parce que vous savez tous que je suis passionné des étoiles dans le ciel, et un barrage qui s'appelle comme ça, forcément, j'ai été obligé d'y démissionner. Oui. Alors pour la parenthèse, en plus j'ai même pas eu l'occasion d'aller sur site, c'est Sylvain Buchino qui il y a quelques mois, c'était même il y a 1 an, qui a fait un déplacement sur site pour aller faire des reconnaissances préliminaires. Sylvain Buchino qui est conducteur de travaux chez nous. Exactement. Donc voilà, cette transversalité aussi elle est vachement importante en termes de disponibilité, en termes de compétences métiers. Là on discute, en fait je suis pas plus Garelli ES que Garelli SAS, je suis Garelli tout court, comme beaucoup d'entre nous dans l'entreprise. Donc c'est ce qui est génial. Donc la Guyane pour l'instant c'est en stand-by. On a vraiment marqué des points à l'époque quand on a travaillé sur le dossier de Saut-Belle-Étoile. On a plein de gens qui m'appellent régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est tous les mois. Nos prestataires terrassiers, Victor Francilone, VEF, les locaux aussi c'est toutes des personnes de société qui t'a travaillé déjà sur le premier chantier qu'on nous a sur le premier chantier. Dès qu'ils ont une opération, me dit tiens Denis, est-ce que tu veux venir avec nous, avec les équipes Garelli, il y aura un truc sympa à faire. Et systématiquement je leur réponds oui, on va regarder tout ça ensemble. Et ça fait vraiment chaud au cœur de marquer des points de partout. C'est-à-dire l'entreprise Garelli, là où on passe, on laisse derrière nous de belles traces humaines, sociétales. On fait de beaux aménagements et franchement c'est ce que j'adore depuis 11 ans qu'on est ensemble. Juste une petite info, si jamais tu as des affaires à aller voir à l'île Maurice, je suis preneur. Ne m'oublie pas, n'oublie pas. Voilà. Une dernière question, Denis, plus sérieuse et pour finir. Penses-tu que les travaux sur corde vont gagner en importance dans les années à venir ? Et si oui, comment Garelli ES, Garelli SA ou le groupe Garelli en général se prépare-t-il à cette éventualité ? Alors, j'en sais rien. Pour autant, on s'y prépare. En fait, les travaux complexes vont continuer de devenir encore plus complexes, encore plus contraints. Et les travaux sur corde sont un élément de solution de ces éléments complexes. Aujourd'hui, je m'étais pas, quand j'ai fini mon école à Grenoble, spécialisé dans les travaux spéciaux, les machins, je ne sais même pas ce que ça voulait dire.
Maintenant, quand d'un coup on me dit attends, pour aller faire ça, on va prendre un hélicoptère, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, on va assembler un ensemble de compétences et les travaux sur corde, les travaux héliportés, les travaux spéciaux font partie de ces ensembles de solutions qu'on sait mettre en œuvre dans les équipes Garelli au sens large du terme. Et donc c'est ce qui fait que tous les matins et tous les soirs et tous les midis, je suis très très fier d'être dans les équipes Garelli et de motiver nos équipes pour remplir ces objectifs et ces challenges. Écoute Denis, j'ai envie de te dire merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je te souhaite une bonne journée sur le salon avec les jeunes et en espérant faire de belles rencontres et de voir de beaux stands. Bonne journée Denis. Merci, c'est bien l'objectif effectivement, trouver nos candidats de demain, leur faire envie de notre beau métier, de notre belle entreprise. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur le président de la métropole. Bonjour. Est-ce que vous avez un petit mot pour l'entreprise, pour le groupe, pour les salariés du groupe Garelli? D'abord, je veux dire que nous avons la chance d'avoir une entreprise niçoise de notre métropole qui a une grande histoire et qui est toujours là. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des grands groupes du BTP que j'ai pu connaître au cours des 30 dernières années et qui ont été absorbés les uns après les autres par de grands groupes nationaux. Garelli non seulement a su garder son indépendance, se moderniser et en même temps apporter des savoir-faire de très très haut niveau, tant et si bien que même lorsque la ville ou la métropole passe des marchés publics de très haut niveau, comme l'hôtel de police de Nice ou comme l'aménagement de la nouvelle coulée verte sur 8 hectares dans le prolongement du musée d'art moderne et d'art contemporain, eh bien, les grands groupes qui ont été attributaires des marchés publics sont obligés eux-mêmes de faire appel en sous-traitance à un groupe comme Garelli qui a gardé des savoir-faire que d'autres n'ont pas. Et je veux donc dire à tous les salariés, à tous ceux qui, à quelque niveau que ce soit, depuis les ouvriers de la déconstruction, ceux qui interviennent sur le désamiantage, ceux qui interviennent sur tout ce qui est métaux, vitres et aussi recyclage, puisque la force de la déconstruction aujourd'hui dans cette période où la transition exige que naturellement nous soyons capables de recycler tous les matériaux que nous démolissons. Nous sommes sur de très beaux chantiers à Nice aujourd'hui où Garelli démontre sa capacité à recycler près de 90% des matériaux qui sont déconstruits pour être réutilisés. On est donc sur un véritable cercle vertueux et pour ça il faut des gens extrêmement compétents, expérimentés. Et donc je veux rendre hommage à tous ces formidables salariés d'une si belle entreprise dont nous sommes extrêmement fiers. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rebonjour à tous, nous sommes toujours au salon IBT au stade Alliance Riviera. Nous avons la chance de recevoir Ludovic Paty qui va se présenter et merci de nous accorder ce petit moment. Bien, bonjour à tous, Ludovic Paty, je suis donc le secrétaire général de la Fédération du BTP des Alpes-Maritimes qui est co-organisatrice de ce salon IBT Côte d'Azur. Bien, parfait. Alors, moi j'ai quelques questions à vous poser si vous voulez bien. Comment la fédération soutient-elle ses membres, notamment dans le cadre d'événements comme le salon IBT ? Mais écoutez, c'est le rôle d'une fédération professionnelle que de faire en sorte de valoriser d'abord les métiers qu'elle représente et puis de donner l'opportunité à ses adhérents de présenter ses activités, tous ses services qui sont à disposition des clients. Mais notre rôle, c'est de voir un petit peu plus loin aussi, effectivement, puisque aujourd'hui, très spécifiquement, nous avons une cible qui est celle des jeunes pour les inciter à s'intéresser au métier du BTP, à s'informer, à être sensibilisés à toutes ces opportunités de carrière qui sont immenses et qui, je pense, peuvent offrir une belle vie professionnelle à tous les jeunes motivés et qui se sentent concernés par leur avenir.
D'ailleurs, soit dit en passant, on va avoir fait un tour de partout. Il y a vraiment du monde, il y a vraiment beaucoup de jeunes. Ça, c'est vraiment intéressant. En tant que secrétaire général, quels sont les principaux enjeux que vous identifiez pour le secteur des travaux publics ? Le principal enjeu à court terme aujourd'hui, c'est de générer de l'activité parce qu'on sent pointer d'ici quelques mois une grosse difficulté en termes de conjoncture. Donc déjà, la première difficulté, c'est de soutenir l'activité. Nous risquons à partir de l'année prochaine, quelques mois de fin d'année, je pense, souffrir un petit peu en termes de logement, notamment le logement neuf. Alors qu'au niveau, je dirais, de tout ce qui est rénovation énergétique, on a encore une activité relativement soutenue. Les travaux publics, eux, dépendent un petit peu de la commande publique, donc c'est très aléatoire. Mais pour l'instant, je dirais que ça se maintient à peu près. Mais voilà, la grosse difficulté, c'est déjà générer de l'activité. Et puis, à plus long terme, je dirais, ça rejoint ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire donner envie aux jeunes de s'intéresser à nos métiers pour assurer la relève, puisque pas mal de gens vont partir à la retraite dans les prochaines années. Et il est de notre devoir, de notre responsabilité d'alimenter, je dirais, les forces vives de nos entreprises. Donc voilà les deux gros enjeux, un à court terme, un à plus long terme. C'est clair, de donner envie aux jeunes de nous rejoindre dans ce magnifique métier. Les principaux obstacles que la fédération doit surmonter pour soutenir, mobiliser efficacement ses membres. Le principal obstacle, c'est la mobilisation de ses propres membres. Parce que si tout le monde est bien persuadé, je dirais, du bien fondé de nos actions de lobbying en particulier, de nos actions syndicales, de nos actions d'information envers les jeunes, la difficulté, c'est de trouver le temps, et 24 heures souvent ne sont pas suffisantes pour un chef d'entreprise, donc trouver le temps pour participer à ces actions. Donc notre rôle, c'est effectivement de mobiliser nos troupes et puis de fédérer, puisque c'est notre vocation. Une fédération doit fédérer autour de ces thématiques. Justement, M. Paty, comment la fédération assure-t-elle une communication efficace avec ses membres et partenaires ? La communication, c'est l'art le plus difficile aujourd'hui, puisque nous sommes tous complètement submergés d'informations, mais c'est vrai qu'on a trop de difficultés pour les trier et surtout les traiter. Donc nous essayons un petit peu, je dirais, de tous azimuts, d'exploiter tous les supports. Alors le premier support, le plus simple, c'est par voie de mail, par voie de publication interne que nous adressons à nos adhérents, par voie aussi de réunions physiques, parce qu'on tient beaucoup, la légitimité d'un syndicat professionnel tient aussi à des rencontres physiques. C'est clair. Donc nous y tenons, mais c'est de plus en plus compliqué parce que les gens ont du mal aujourd'hui effectivement à se déplacer pour venir à des réunions et à des actions collectives. Donc nous essayons de toucher un petit peu tous les publics et en fonction des publics que nous avons des supports différents de communication. Bien sûr, les réseaux sociaux ne sont pas oubliés pour les quelques-uns qui aujourd'hui commencent à s'y intéresser, mais encore trop peu nombreux dans le BTP. Je suis bien d'accord avec vous. Une question dans l'air du temps, comment la fédération se prépare-t-elle à l'émergence de nouvelles technologies dans le secteur du bâtiment, le BIM, l'intelligence artificielle, etc. Alors, la première des choses, c'est déjà d'informer nos membres, parce qu'effectivement, pour quelques entreprises un peu en pointe, c'est un sujet déjà actuel, mais pas pour la majorité, malheureusement. Donc notre premier rôle, les informer, démystifier un petit peu cette thématique autour du digital, qui pour les anciennes générations sont un petit peu obscurs encore. Voilà. Donc notre rôle déjà c'est ça. Donc d'informer, de former aussi. Nous proposons des formations et puis pour ceux qui sont un petit peu en pointe, de participer à des commissions de réflexion au niveau local ou au niveau national pour faire avancer les choses et sensibiliser le plus grand nombre. Une petite dernière chose, un petit mot pour les employés du groupe Garelli qui vont en majorité vous écouter sur ce podcast. Écoutez, déjà bravo, parce que d'abord Garelli, c'est une marque très connue, plus que connue dans le département, donc bravo, nous sommes très fiers de vous compter parmi nos adhérents. Et vous êtes surtout très présents dans toutes nos actions, donc bravo à tous et félicitations pour toutes vos actions syndicales et puis pour toutes vos opérations de chantier qui sont remarquables dans le département et ailleurs. Monsieur Paty, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne journée et un bon salon. Merci à vous. Nous continuons notre interview avec un nouvel intervenant, Monsieur Patrick Lopez, qui va se présenter directement lui-même et à qui je vais poser quelques petites questions. Bonjour Patrick.
Bonjour, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Et toi? Ça fait à peu près un mois que nous ne croisons plus. Hein, c'est vrai, mais tu étais en vacances, c'est pour ça. Voilà, absolument. Donc je me présente, Patrick Lopez. J'ai la responsabilité des grands comptes pour l'ensemble du groupe Siffré, Aubonnet, Balitran. Nous connaissons la société Garelli, en particulier moi, depuis de nombreuses années. Oui, je confirme. Hein, vous êtes un client fidèle de notre société. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation commerciale qui est excellente. Eh ben, ça, c'est des bonnes nouvelles. Patrick, comment décidez-vous dans ton groupe des nouveaux produits à stocker pour le secteur du BTP, les choix? Alors, en règle générale, ça passe par l'homme produit. Hein, en l'occurrence, chez nous, pour la partie travaux publics, c'est Frédéric Lescure, donc qui fait son choix. Et en fonction des besoins, en fonction de la demande du terrain, il référence ou pas tel ou tel article. Ok. Ta vision la vision du groupe de l'approche environnementale dans le domaine des fournitures? Alors on en tient compte bien entendu, c'est l'avenir pour nous. Aujourd'hui, nous travaillons également avec les collectivités, avec les clients, les grosses PME comme vous ou les majors, et c'est un sujet qui revient de plus en plus et qui va devenir même bloquant pour notre business à très court terme. Donc on a, d'une part, on n'a pas le choix, nous devons y aller. Ouais, pareil que nous. Hein, et d'autre part, il faut suivre un peu l'évolution de notre activité. Donc on se structure sur cette partie-là aujourd'hui avec un recrutement en cours et avec une personne qui est désignée pour ne faire que ça. Ok, ouais, je crois qu'on y est tous, on est tous dans le même bateau pour ce sujet-là. Une autre question. Comment vois-tu l'évolution des demandes de matériaux dans les prochaines années? C'est-à-dire des demandes de matériaux développe, mon cher ami. J'ai envie de dire, est-ce qu'on va sur les quantités, sur les nouveaux matériaux, est-ce que tu sens que le marché va se tendre? Est-ce que on va avoir un peu ton idée sur ça? Nous sur 2023, bien entendu, l'année est beaucoup plus compliquée que l'année dernière, mais on fera une année correcte. Par contre, on est inquiet pour 2024. Très honnêtement, on ne sait pas trop où on va. La partie, la partie travaux publics, la branche TP, on est plutôt rassuré. Ouais, on est plus inquiet sur la partie bâtiment, où on annonce une baisse d'activité sensible pour le premier trimestre 2024. Donc on est plutôt inquiet et prudent sur cette partie-là. Petite dernière question, Patrick. On ne sait jamais. As-tu une petite anecdote amusante sur des demandes de matériaux, des demandes un peu particulières qui t'ont été faites durant ta déjà longue carrière? Vraiment, non. Non? Non. Même pas moi? Je t'ai jamais demandé des trucs un peu bizarres? Non, mais là, je peux pas développer. Ah bon, ça va alors. Patrick, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler. Je vous en prie, avec grand plaisir. Une très bonne journée, un très bon salon. Salut. Salut. Nous continuons nos diverses interviews avec un nouvel intervenant, c'est monsieur Guillaume Sibelli du cabinet Sibelli, cabinet qui est depuis de nombreuses années cabinet comptable du groupe Garelli. Donc bonjour monsieur Sibelli, je voulais savoir comment vous allez tout d'abord et un petit mot sur notre collaboration qui dure, je le disais, depuis de nombreuses années et un petit mot pour les salariés de l'entreprise du groupe Garelli. Bonjour à tous, très content d'être là parce que d'abord on est au stade. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein. Garelli, ils sont dans le stade, hein, ils étaient présents lors de la construction. Moi aujourd'hui je suis là, je vous trouve sur le salon. Je suis là en tant que trésorier de l'UPE qui a participé à l'organisation. D'accord. Et en tant que trésorier de l'UPE, faut voir que j'ai réservé le stade, j'ai loué le stade. Et on peut dire que j'ai loué le stade pour le jour de mon anniversaire, donc je trouve ça... Joyeux anniversaire alors en tout cas. Donc je fais une belle fête. En tout cas c'est une réussite. Merci. Et donc, oui, le cabinet ça fait au moins plus de 20 ans qu'il participe à la vie de Garelli. C'est mon père à l'époque et maintenant c'est Thierry Allegro
et qui est mon ami d'enfance en plus, qui est très souvent dans vos locaux, qui travaille avec Ryan, notre expert comptable stagiaire 3e année, qui devrait être diplômé l'année prochaine. Et on est très copains aussi avec Frédéric Arapi, votre directeur financier qu'on voit très régulièrement. Ok. Le salon aujourd'hui, vous avez eu le temps de faire un petit tour, j'imagine. Je pense que je vous disais que c'est une réussite parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde et beaucoup de jeunes qui s'intéressent, je l'espère. En tout cas, c'est les retours que nous avons depuis ce matin au métier du BTP. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. Alors je suis arrivé ce matin à 10h30 et le premier stand que j'ai vu, la première animation, c'est votre engin de chantier sur l'esplanade. Ouais, ça me parle, ouais. J'ai vu les enfants, je savais qu'il y avait des jeunes. Pour tout vous dire, j'ai vu passer un bon de commande, on parlait de 17 autocars. Ouais, c'est énorme, voilà, ça donc, arrête pas d'arriver. Les enfants ont l'air intéressés, ils n'ont pas l'air d'être là un peu contraints et forcés, comme on peut le voir dans de certaines manifestations. Effectivement, on les voit bien impliqués, la queue pour utiliser votre engin à l'extérieur. Non, c'est une bonne chose, je sais que la Fédération du bâtiment, l'UMM, les syndicats patronaux se sont donné du mal, voulaient vraiment donner quelque chose avec du souffle. En tout cas, moi je trouve que c'est réussi. Nous trouvons aussi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler et de passer un petit moment avec nous. Une dernière petite chose, donc si c'est votre anniversaire ce soir, bien sûr, lâchez-vous, faites la fête et profitez bien en tout cas. Ça marche, merci à vous. Merci pour tout. Bonne journée, M. Sibeli. Merci. Eh bien, de retour avec un invité de marque, Jérôme Ivanez. Il va se présenter et vous dire un petit peu qui il est. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme, à toi aussi. Donc, je représente aujourd'hui la section travaux publics de la FBTP 06, dont j'ai pris la présidence depuis le mois de juin. Félicitations. Merci. Moi, la question était très simple, il n'y en aura qu'une pour l'instant. Peut-être que ce soir je t'appellerai pour t'en poser d'autres. La question c'est, que penses-tu du salon aujourd'hui ? Moi j'ai fait un petit peu le tour, je trouve qu'il y a du monde, il y a beaucoup d'exposants et le point positif que j'en ressors c'est que beaucoup de jeunes sont présents et qu'il y en a la majorité qui sont intéressés par tous les secteurs d'activité représentés, en particulier le BTP. Je voulais savoir ce que tu en penses. Écoute, le but pour moi aujourd'hui, c'était effectivement de faire la promotion de nos métiers auprès des jeunes de 3e, parce qu'un des constats qu'on a fait au niveau de la fédération, c'est qu'on s'est beaucoup attelé à faire de la promotion au niveau des lycées et des BTS, sauf que c'est déjà un public qui, pour la plupart, est déjà conquis, puisqu'ils ont choisi la voie des travaux publics. Et que pour redorer un peu l'image qu'en ont les jeunes et poursuivre dans l'attractivité, il fallait qu'on s'adresse plutôt aux collégiens. Donc c'était tout à fait le cœur de cible de ce salon. Donc à ce titre-là, je suis plutôt content. Effectivement, beaucoup de collégiens sont venus. On a pu faire des démonstrateurs, que ce soit à la fois ludique, technique et innovant. Donc je pense qu'ils en ont retiré quand même une image assez dépoussiérée du BTP. Donc effectivement, je pense que l'opération est réussie. Je pense la même chose que toi et je pense aussi, et je voulais avoir ton avis là-dessus, sur les recrutements aujourd'hui, on est de plus en plus tendu pour trouver des bons profils et des profils dans notre métier, alors que c'est un métier sublime. Je voulais avoir ton avis là-dessus aussi. Ça rejoint un peu la première intervention que je t'ai faite, dans le sens où aujourd'hui le marché de l'emploi sur les cadres et ETAM, je trouve, se détend un peu. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait du Grand Paris qui commence peut-être un peu à diminuer. On trouve des profils, alors je ne vais pas dire qu'il y en a pléthore, mais on commence à en avoir un peu des profils de cadres et ETAM. Par contre, sur des profils compagnons, il y a une vraie pénurie et d'où l'objectif de cibler les jeunes dès la 3e pour leur orientation, pour tous ceux qui vont déjà partir dans un parcours professionnel. Écoute Jérôme, merci pour d'avoir pris le temps de rester un petit peu avec nous et de nous parler de tout ça. Je te souhaite une bonne journée, un bon salon et à très bientôt. Merci à toi et bonne journée à vous aussi. Bienvenue à Denis Luneau. Denis Luneau qui est le directeur régional du groupe Audemars, et Audemars est un partenaire important pour l'entreprise Garelli,
tant sur la fourniture des agrégats, enrochement et des bétons. Denis Luneau, un petit mot pour nos salariés et pour le groupe Garelli. Oui, Pierre-Paul, merci de m'accueillir et de m'interviewer sur ce nouveau support que je trouve très original, c'est une très bonne idée. Et un petit mot à toutes les équipes de Garelli. Donc, comme tu l'as dit, Garelli est un partenaire des activités Audemars, mais Audemars est aussi un partenaire fort de vos activités, que ce soit sur la partie béton avec LBN, les bétons niçois, et puis sur la partie granulat, enrochement avec la Somat. Donc on a le plaisir de collaborer depuis de très nombreuses années avec toutes vos équipes sur de très beaux chantiers, de très belles réalisations. Et je pense que le caractère le plus important qui nous unit, c'est l'humain. Et on a à cœur de faire ce métier et de placer les hommes au cœur de nos activités. Et je pense que c'est ce qui nous rapproche aussi. Et voilà, donc je tiens à témoigner de ces valeurs humaines dont sont porteurs toutes nos équipes. Et un grand merci à toutes les équipes pour continuer à porter ces valeurs qui nous rapprochent et auxquelles on tient. Eh bien, merci Denis, merci pour ces mots qui sont, je dirais, les mêmes pour notre société. Effectivement, l'humain est aujourd'hui encore de plus en plus au cœur de nos activités prépondérantes, parce que sans nos hommes et femmes, mais hommes avec un grand H, nos entreprises n'existeraient pas. Voilà. Absolument. Merci Pierre-Paul. Merci et à bientôt. À bientôt. Et oui, bienvenue à tous, toujours en direct du salon IBT dans cet après-midi. Donc nous avons le plaisir d'accueillir sur notre petit stand Cécile Légio de la Fédération ainsi que Sidman qui s'occupe du juridique. Alors, priorité aux dames. Comment avez-vous vu ce salon et quelles sont vos premières impressions par rapport à la fréquentation et au public qui a été accueilli ? Je trouve qu'il y a une très bonne fréquentation. Il y a beaucoup de jeunes qui sont notamment intéressés par les métiers des travaux publics. Et les autres métiers du bâtiment aussi, mais non, c'est une belle réussite pour une première. D'accord. Simane, un avis ? Un avis, moi pareil, je partage l'avis de Cécile. Vraiment beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Et c'est vraiment une très belle occasion pour mettre en avant les métiers du bâtiment et des travaux publics. Au niveau de l'organisation, ça a été un sujet complexe à monter cette opération ? Alors ça a été un petit peu complexe parce qu'on était plusieurs organisations professionnelles. Donc c'est vrai que ça a été un peu complexe, mais on est content du résultat en tout cas. Bon. Simane, comment ça se passe au niveau de la Fédé sur le juridique aujourd'hui? Il y a beaucoup de demandes de la part de nos adhérents par rapport aux nouvelles législations qui sont en cours, la loi ZAN, les zones les futures REP et tout ça. Est-ce que c'est des moments un peu soutenus dans l'activité du juridique au niveau de la fédération ? Oui, c'est très très soutenu. On a beaucoup de demandes des entreprises, beaucoup d'inquiétudes parce qu'elles doivent s'adapter toujours et toujours. On a une inflation des textes réglementaires et il faut se mettre à la place des très petites entreprises qui constituent la majorité de nos adhérents. Et donc on est là pour les soutenir, pour qu'elles puissent se mettre en conformité dans les meilleures conditions. Est-ce que c'est des sujets qui sont ressortis un peu au niveau du salon en déambulant à travers les divers partenaires qui étaient là, ou on est resté sur une journée très ludique et de plaisir d'être se retrouver ensemble ? Non, là c'est vraiment pas du tout l'objet de cette journée. Là c'est plus des échanges à la fois avec les professionnels, partenaires et aussi avec les jeunes, et on ne rentre pas dans ces considérations. Bon. Que pensez-vous de cette petite radio que Garelli a fait? Un petit mot pour nos salariés, puisque vous êtes des gens de la fédération, des gens qui nous emmener, je dirais, un vecteur, une direction à travers toutes les lois qui se manipulent sur notre métier. Nos salariés ne vous connaissent pas vraiment, mais il y a un très gros travail qui est fait par vous-même, vous tous, qui nous aident au quotidien.
Un petit mot pour conclure, Cécile? Je trouve que c'est une très très bonne idée, cette création de radio. Ça apporte un autre regard aussi sur l'entreprise. Simone? Pareil, je trouve que c'est une idée géniale. J'ai eu l'occasion de suivre le premier épisode au moment du lancement. C'est assez original. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends parler d'une radio créée dans une entreprise. Et on espère qu'elle aura une longue vie et beaucoup de réussite. Alors on l'espère aussi. C'est avant tout pour nous un vecteur de communication et d'échange avec l'ensemble de nos gens qui aujourd'hui sont étendus sur un territoire aussi large. Mais je rebondis un peu. Est-ce que la fédération, et j'emmène ça et en étant un peu provocateur, ne pourrait pas s'en inspirer afin de pouvoir donner à ses adhérents qui malheureusement sont souvent très peu présents aux diverses commissions et autres, mais comme on le disait aussi, beaucoup de petits adhérents qui pourraient peut-être écouter une information en direct. La FNTP le fait, nous envoie des podcasts. Est-ce que la Fédé peut-être, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait suggérer au niveau du bureau pour mettre en place? Bon, après on peut aussi prêter le matos. On peut vous aider peut-être à vous lancer, à démarrer. Ouais, c'est une bonne idée. On fera suivre l'idée au président. Et pour c'est essayer, vrai en effet. Voilà. C'est un bon moyen de communication et je pense qu'il y a des choses à faire. On a déjà une chaîne YouTube au niveau national. Il y a des choses qui se font, mais c'est vrai qu'une radio locale qui met en avant les événements, les gens. Et enfin voilà, bon, nous c'est une idée qu'on a eue, c'est pas pour ça que je veux intoxiquer les gens du bâtiment et des travaux publics. Mais voilà, c'est pour parler aux jeunes avec des moyens aussi de jeunes. Exactement. Merci à vous deux en tout cas de nous avoir accordé quelques instants pour les gens de Garelli et les autres, parce que tout le monde peut nous rejoindre sur les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, etc. Merci encore à vous et bonne fin de salon. Merci. Merci pour votre implication. Monsieur Chabot, le directeur de l'ESSIR, bienvenue sur le salon et en particulier au stand Garelli. Vos impressions de cette journée? Bonjour, une très très belle impression par le public jeune et désireux de connaître la suite de leurs études. Alors évidemment, on a comme toujours des gens plus ou moins passionnés qui connaissent plus ou moins le métier, mais en tout cas ça fait partie de nos missions de venir sur ces genres d'événements et de présenter nos formations. Oui, tout à fait, puisque nous, comme on le sait, on est champion du monde de 0 à 4 ans dans les bacs à sable avec nos petits engins. Et après, effectivement, notre profession souffre entre guillemets du numérique et qui prend le relais et qui fait un peu rendre transparent nos métiers. Quelle politique en continuité les CIR essayent de mener pour justement revitaliser et aider les entreprises, entre autres, dans leur formation? Quelle politique forte est envisagée pour les années à venir? Oui, c'est clair qu'il y a un trou dans la raquette pour un public post-scolaire, un public collégiens et lycéens qui s'orientent malheureusement vers des métiers qui sont un peu éloignés de notre réalité. Pour ça, c'est à nous justement de leur montrer que c'est un métier qui peut être moderne et qui est loin d'être ringard puisqu'il s'appuie sur des technologies de demain. Alors je vous citerai que 2 exemples parce que sinon la liste serait longue. On est venu par exemple sur le salon avec 2 simulateurs de conduite de machines, d'engins de travaux publics. Ces simulateurs permettent un apprentissage qui est 50% du temps de conduite en CAP ou en bac TP. Et donc c'est pas qu'une machine ludique. Ces simulateurs sont vraiment des outils pédagogiques qui permettent la prise en main de la machine jusqu'à des exercices compliqués, y compris de la coactivité, y compris des notions de rendement, des notions de sécurité qui sont abordées grâce à ces simulateurs. Et en plus, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de gaspillage de carburant. Alors, vous avez raison. L'avantage, c'est qu'il suffit de les brancher à une prise. Et puis, du coup, on ne subit pas des coûts de carburant de plus en plus élevés. Et puis, pour la planète, c'est quand même
un petit peu plus positif. Voilà, le deuxième exemple que je veux vous citer, c'est le travail sur le BIM et les maquettes numériques. Donc on a aussi dans nos professions aujourd'hui des appels d'offres, des clients qui nous consultent directement sur des maquettes à distance parfois. Parfois on peut avoir l'architecte qui est parisien, le bureau de contrôle qui est en Allemagne, des sous-traitants qui sont en Europe et l'entreprise qui va réaliser les travaux, qui doivent partager la maquette numérique en 3 dimensions du chantier, répondre dessus, programmer les temps d'intervention et ensuite ces maquettes-là vont nous permettre de guider les engins. On a aujourd'hui au CFA 14 engins qui sont équipés d'antennes GPS pour pouvoir suivre à distance ce qui est imposé par les conditions du dessin et de la maquette, et ensuite reproduire la réalité, le récollement qu'on appelle, c'est-à-dire la réalité du chantier une fois réalisé. Et donc grâce à ces maquettes BIM, on fait travailler des CAP, des BAC, des BTS, des licences ou des ingénieurs pour la conception. Et donc ça permet de réunir autour de cette maquette toutes les compétences à travers du BAC-3 au BAC+5. Voilà. Bah écoutez, tout ça est alléchant, et c'est très, très, très bien de les mettre en avant, et les salariés du groupe Garelli auront un message direct au-delà de celui que la direction leur donne au quotidien, et peut-être des envies dans des formations. Je suis même pas tout jeune aussi. On parle de matériel, de modernisme, de choses numériques et tout. Où en est la relation humaine qui était un élément déterminant là-dedans, et que les jeunes aussi, dans un moment où on essaye de redonner du sens aux choses d'une manière aussi appliquée, forte, le numérique de fois casse les barrières, et ce sentiment de aussi donner aux gens l'envie de travailler ensemble, et pas qu'avec une machine. Vous avez raison, Pierre, vous avez tout à fait raison, parce que ce qui compte énormément, c'est créer un esprit de promo, un esprit d'équipe qui vont retrouver sur le chantier, qui sont des valeurs que l'on partage à travers nos entreprises, et la taille des entreprises aussi joue pour beaucoup. Souvent, les jeunes sont des pièces maîtresses dans le travail de l'entreprise, même s'ils y sont que tous les 15 jours. Donc au-delà de la partie enseignement dont je vous ai un petit peu parlé, il y a aussi à travers tout ce qu'on leur propose de faire en internat, puisque les jeunes niçois, quand ils nous rejoignent, puisqu'on est à Malemort, il y a 2 heures de route, mais on a un internat. Donc après 17h, à la fin des cours, on leur propose tout un panel d'activités, notamment évidemment du sport, là, pour la plupart d'entre eux qui ont besoin de passer un petit peu leur nerf et leur tension de la journée, mais aussi des ateliers culinaires pour aider à préparer une partie des repas, sur des repas à thème par exemple, pour qu'ils se rendent bien compte que nourrir 500 personnes tous les jours, c'est aussi un travail, c'est pas que conduire des tractopelles. Il y a aussi des ateliers sur la nourriture équilibrée pour ces jeunes adultes en devenir. Comment je fais ma gamelle de chantier pour le midi et qu'est-ce que j'y mets dedans pour être équilibré et pas aller au premier kebab du coin. Voilà, tout un tas d'accompagnements aussi, avec des visites, des sorties. Alors évidemment, il y a les sorties au bowling ou aller voir un match de l'OM. Ça, c'est des choses qu'on leur propose aussi. Enfin là, on est comme à Nice. On est à Nice, c'est vrai. On est plus près de Marseille que de Nice. Je suis désolé. Si vous voulez repartir, désolé, normalement. J'ai dit un mot que j'aurais pas dû dire. J'ai un peu mal au cœur. Mais alors, on propose aussi des sorties culturelles, éducatives. Notamment, on va visiter tous les ans avec les BAC le camp des 1000, où il y a eu des détenus pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça leur fait toucher du doigt la partie histoire qui fait partie de leur programme. On visite aussi des chantiers emblématiques. Alors il y a eu le MUSEM, il y a aujourd'hui les travaux qui se font autour de la gare de Marseille, et puis les voies urbaines, avec des travaux très très impressionnants. Et donc on les amène aussi à dépasser un petit peu le niveau de ce qu'ils voient en entreprise. Voilà. Et donc, sans en dire plus, on accompagne leur culture générale qui leur permet plus tard d'appréhender un peu tous ces sujets-là. Écoutez, merci de votre message, de ces informations, parce que même moi j'ai découvert certaines
de ces activités que je ne connaissais pas. Je vais d'ailleurs en profiter pour nos apprentis qui sont là-bas afin de les challenger sur des repas d'entreprise. Merci pour ça. Merci pour votre moment et que j'espère que ça donnera des idées aussi à d'autres de venir vous rejoindre qui sont aussi déjà dans nos entreprises pour renforcer leurs compétences. Oui, tout à fait, M. Bernardi. En tout cas, puisque j'ai l'occasion de vous remercier, je le fais. L'entreprise Garelli est un partenaire de longue date. Pratiquement tous les ans, il y a 1 voire 2 apprentis qui sont placés chez vous à divers niveaux. Et ils sont tous avec de très très bonnes réussites et certains continuent leurs études. Voilà, donc je vous remercie aussi pour cette fidélité. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonjour. Bonjour. Salut Bonjour. Pierre Ippolito. Comment ça va? On est en pleine forme, on est heureux, tout va bien. Voilà, donc Pierre Ippolito, au-delà de patron du groupe Ippolito, qui est un partenaire de l'entreprise Garelli, Contact. C'est lui qui vous vend les beaux petits camions Renault, entre autres. Entre autres, ouais. Mais qui est aussi le patron du PE06 et qui aujourd'hui est un des grands organisateurs de ce salon qui se passe à l'Alliance Riviera. Donc il est venu nous faire un petit coucou sur notre stand et nous en avons profité pour faire un petit interview afin que l'ensemble des salariés du groupe Garelli entendent quelqu'un qui défend haut et fort les valeurs des entreprises et notre activité économique dans le département. La parole est à Pierre pour quelques commentaires sur ce salon et nous faire un petit mot aussi pour nos salariés. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis fier parce que Garelli, c'est quand même une entreprise, une institution du territoire que je connais depuis ma naissance déjà. Et alors, déjà, c'est une entreprise du territoire attachée au territoire, qui travaille pour le territoire, qui est une entreprise familiale. Donc c'est aussi important à mes yeux. Donc on transmet des valeurs qui sont des fois spécifiques dans les entreprises familiales qu'on ne retrouve pas forcément dans les grands groupes. Et puis c'est également une entreprise qui est proche de la jeunesse. Et comme je le vois encore sur ce stand aujourd'hui, ça a été pour moi, c'est toujours important. Les entreprises ont un vrai rôle de formation, de pédagogie, de donner envie à cette jeunesse. On entend trop souvent que la jeunesse est désabusée, qu'elle ne veut plus travailler, mais ce n'est pas vrai. Il faut aussi lui montrer les nouveaux métiers, l'intéresser. Et ce n'est pas toujours à l'école qu'on arrive à les motiver. Donc c'est aussi aux entreprises de plus s'impliquer, de plus s'investir auprès de cette jeunesse pour faire découvrir les métiers, créer des vocations pour que demain on puisse avoir des entreprises sur notre territoire comme l'entreprise Garelli avec des succès et des personnes motivées et impliquées. Oui, comme je le disais précédemment à M. Chabot, qui était le directeur de l'ESSIR, les entreprises de travaux publics, tout comme Garelli, on est les champions des bacs à sable, c'est-à-dire du 0 à 4 ans, les engins dans les bacs à sable et les gamins, on est super bien. Et après, il y a une transparence totale. Et malheureusement, à travers ce grand vide qui se fait par le numérique, les entreprises, je pense, ont un vrai challenge. Comment vous voyez ce challenge à relever pour ramener des enfants pris par ce numérique à travers des réalités vraiment très du quotidien de nos entreprises? Déjà, moi c'est pareil, les camions c'est jusqu'à 4 ans, on adore les camions et après ça y est, les camions n'existent plus, ça devient des éléments pollueurs et on ne veut plus les voir. Donc je pense que ce qui est important c'est déjà de voir, le numérique existe, c'est très bien. Dans nos entreprises il y a des métiers autour du numérique, il y a déjà une évolution même dans les travaux publics avec toute une innovation qui est autour des drones, de l'utilisation des drones, etc. Donc c'est des métiers quand même qui continuent à évoluer. Mais au-delà de ça, c'est aussi la revalorisation de nos métiers manuels qui est important de promouvoir. Et je pense que là, l'éducation et les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Donc on milite à l'UPE d'être encore plus présent dans les collèges, dans les lycées, pour aller intervenir, qu'on ait des découvertes de métiers, qu'on ait des directions, des patrons, des ouvriers qui viennent témoigner de leur métier, parce que qui mieux que quelqu'un qui utilise son savoir-faire tous les jours peut l'expliquer avec passion, avec envie, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Je vais vous donner notre bonne pratique aussi qui commence à se faire, c'est des partenaires avec Pôle emploi où Pôle emploi fait venir des demandeurs d'emploi aussi, pas que des jeunes, dans l'entreprise pour montrer les métiers en vrai
et pas que derrière une fiche de poste. C'est des stages en immersion, c'est à peu près 15 jours, Oui, je crois. il y a les stages en immersion, puis il y a aussi des journées découvertes où vous pouvez présenter 5, 10, 15 métiers à 30, 40 demandeurs d'emploi. Et je pense que c'est ces passerelles qu'il faut qu'on arrive à créer entre le monde éducatif, entre les demandeurs d'emploi et le monde du travail, surtout pour les métiers techniques dont on a besoin et qui ne sont pas délocalisables. Donc ce qu'on attend nous en tant qu'entrepreneurs et puis pour l'ensemble de nos salariés, c'est bien dire que les dirigeants d'entreprise ont avant tout une qualité d'être persévérants parce que les challenges sont au quotidien et je pense qu'il faut en être conscient et ne pas baisser nos bras parce que la main d'œuvre, que ce soit dans la partie industrielle, de la vente ou de la construction automobile, il faut quand même encore, même s'il y a des robots, je l'ai compris, des gens qui soient présents au quotidien pour assurer la proximité et la faisabilité. Mais dans nos métiers, malgré que l'on essaye d'aller vers la diminution de la pénibilité maximale en créant des nouveaux outils pour adapter et prendre en compte les TMS, etc., il y a toujours des hommes et des femmes qui sont là au quotidien et qui sont là. Une entreprise comme Garelli aujourd'hui, c'est beaucoup plus modeste que le groupe Hippolito, mais néanmoins, on a quand même presque 200, on fluctue entre 200 et 250 salariés à l'année sur un territoire très élargi. Des hommes et des femmes qui sont enclins et je pense qui ont un peu une fierté d'appartenance à travers les ouvrages que l'on réalise. Quelle est votre vision, vous, de ce monde justement de l'appartenance à la société pour lequel on travaille en fait? On parle beaucoup du sens dans le travail et je pense que d'avoir une entreprise en qui on arrive dans laquelle on a envie de se projeter avec et on voit aussi les réalisations. Je pense que quand vous faites un ouvrage qui reste pendant des dizaines, voire des centaines d'années pour certaines, je pense que c'est aussi un sentiment de fierté et ce sentiment de fierté, ça permet de trouver du sens aussi dans son monde professionnel, au-delà de sa vie. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille tous, c'est-à-dire que de donner une vision claire, que l'entreprise et l'entrepreneur aient une vision claire de ce qu'il veut faire, de voir la mission de l'entreprise. Donc en l'occurrence, vous construisez des routes, des ouvrages techniques qui permettent de fluidifier la logistique, de fluidifier les transports, de construire des nouvelles zones d'activité. Donc l'aménagement du territoire, c'est un sens important parce que quand on regarde depuis 50 ans, les Alpes-Maritimes ne seraient pas devenues ce qu'elles sont aujourd'hui sans gros projets structurants et sans entreprises comme l'entreprise Garelli qui les a accompagnés. Donc pour moi, donner du sens dans le travail, donner une vision claire et embarquer tout le monde derrière un projet collectif. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre. Bonjour Patrick. Oui, bonjour messieurs. Alors je te laisse te présenter. Patrick Moulard, donc président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Patrick, bienvenue sur notre stand aussi. Donc c'est pour notre petite chaîne Garelli Online. Belle initiative. Qui donc met à disposition de nos collaborateurs les informations du quotidien. Et là aujourd'hui, nous sommes à ce magnifique salon IBT, une grande première. Alors quelle est la vision de la fédération concernant l'avenir du bâtiment et des travaux publics dans le département ? Alors on va passer des moments difficiles. Il est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui s'annonce sur l'activité du bâtiment est relativement quand même complexe, mais il est quand même de notre ressort de motiver nos entreprises, de toujours garder la vision de l'emploi, parce que même si demain on avait un petit ralentissement en tout cas qui pourrait être émergé, il est important en tout cas de ne pas laisser nos actions de recrutement, nos actions de lobbying, nos actions de représentativité en tout cas auprès de nos acteurs et nos institutionnels pour que la fédération soit toujours à l'écoute et positionnée dans sa vraie position de leader, en tout cas de branche d'activité. Activité par rapport à l'emploi, j'imagine évidemment. Comment la fédération soutient-elle donc les initiatives visant à former et éduquer les jeunes dans ce secteur, puisqu'on a bien parlé de pérenniser justement ce savoir-faire et ces emplois malgré une activité qui risque d'être mise un peu en déclin.
tu l'as dit, donc il est vrai que pour nous, il était quand même important de pouvoir continuer de passer ces messages, de donner l'image d'envie de venir dans ces métiers, dans nos métiers, dans vos métiers. Parce qu'il est plus qu'utile qu'on arrive encore à faire accepter que, alors on a nos amis de l'industrie à côté, alors il y a plein déjà on est dans un monde un peu plus virtuel que le nôtre, qui est quand même relativement beaucoup plus, je dirais, on a un vrai métier de terrain, et un métier où on ne va pas exporter, et en fait il est vrai qu'aujourd'hui l'industrie, il faut qu'on concurrence. C'est une concurrence bien évidemment, parce que par rapport à nos jeunes, c'est quand même beaucoup plus ludique de voir des écrans dans tous les sens, mais il faut aussi qu'on arrive à capter nos jeunes pour nos métiers, parce que c'est quelque chose de fondamental pour nos entreprises de demain. Oui, tout à fait, puisque nos métiers, comme on le disait avec les divers intervenants qui sont venus précédemment, on a quand même une chance d'avoir des métiers qui amènent du sens aux choses, parce que les gens par eux-mêmes fabriquent, ce sont encore des travaux à façon, dans lesquels je pense qu'il est peut-être à mettre en avant aussi cet ascenseur social qui reste encore vrai à travers tous nos métiers, pour des gens qui ont envie de venir nous rejoindre, et qui peuvent avoir des belles perspectives, peut-être plus que dans la partie industrielle, avec des technologies souvent très élevées, et qui aussi s'exportent. Nous, c'est vrai qu'on a cette chance de devoir les réaliser ici en grande partie, même s'il y a des produits qui viennent s'assembler, mais l'assemblage de ces produits, souvent des fois exportés, se font quand même avec des gens du territoire. Donc est-ce que c'est un élément fort que l'on peut aussi mettre en avant pour l'éducation des jeunes à travers ce secteur du BTP? C'est primordial, et c'est pour ça qu'on doit avoir l'écoute de nos décideurs, parce que demain nos jeunes, ils seront dans nos entreprises, ils consommeront bien sûr en nos local, donc c'est réellement la clé de la réussite, en tout cas de nos entreprises, c'est évident. Dans la modernisation de notre métier, et pour donner du sens encore plus à notre métier, qui, à mon sens, je trouve qu'il en est déjà beaucoup, comment vois-tu l'évolution de ces nouveaux labels qui arrivent, comme le label RSE, tant pour le bâtiment que pour les travaux publics? Alors le RSE, c'est effectivement, vous êtes très, très engagé, et on ne peut que se féliciter qu'on ait quand même des locomotives dans la profession qui mettent en avant en tout cas leurs actions. Il est vrai qu'on a tellement une habitude de nos entrepreneurs et de patrimonial qu'on paternalise nos collaborateurs, et quelque part la plupart le font sans le savoir, et du coup avec ton entreprise, en tout cas avec ton action, avec tes actions au quotidien, c'est très important que tu puisses être le grand garçon, enfin qui va donner l'exemple à ses petits copains, qui permettront peut-être de faire émerger un certain nombre de démarches sociétales intéressantes pour l'ensemble, bien évidemment, parce que du coup tu tireras forcément de la rentabilité sur tes opérations, parce que tu as une implication qui est différente, et c'est vrai que ça, on a un peu du mal à l'écrire, à le faire connaître un peu plus, je dirais, plus facilement que ce que... Voilà, le formalisme, vous avez une structuration d'entreprise qui vous le permet, en tout cas avec l'effectif qui le permet, oui. Et il faut que aussi on arrive à passer ces messages dans des petites PME et TPE. Il n'y aura peut-être pas une personne qui sera y dédiée, mais en tout cas avec juste un formalisme qu'il faut que ce soit fait, parce que tout le monde le fait, plus ou moins, mais avec une échelle beaucoup moins formalisée. À notre sens, et pour le groupe Garelli, effectivement, nous sommes lancés dans cette labellisation parce qu'on y a trouvé du sens par rapport aux propos qui étaient précédents. C'est-à-dire qu'on a besoin d'hommes et de femmes pour réaliser ce métier, leur reconnaissance, leur prise en compte, le monde du travail, l'évolution de la société. Tout ça fait partie de ce que l'on voit et que l'on ressent à notre quotidien.
Le salon, juste un dernier mot. Comment ce salon, nous on a vu quand même ici sur notre stand, même on était un peu excentré, mais on a été submergé par les jeunes. On a été ravis de ça. Nous avons fait 2 ateliers mini-pelles, un sur les nœuds pour les travaux sur corde. Je pense qu'il y a dû passer au plus d'une 60aine. On a épuisé un plein de mini-pelles pour dire. Donc il y a eu un vrai enjeu pour ces jeunes qui ont plaisir à le faire. Ils sont venus naturellement se proposer à nous. Ça nous a été super agréable. D'ailleurs, il y en a qui ont fait des performances remarquables. Et pareil pour l'atelier nœud, où garçons comme filles ont compris. Beaucoup de filles intéressées sur la corde. Oui, c'est vrai. Énormément. Et alors, c'est pas pour faire, on va dire, un peu réducteur ce que je vais dire du tricot, quand on est de là, mais au contraire, c'était par rapport aux démonstrations qui étaient à côté, notamment le mannequin avec son poids qui était relevé par un système de mouflage et montrait bien ces thématiques appliquées. Réellement, nous, notre sentiment, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens, de jeunes. C'était un plaisir de les voir évoluer et d'ailleurs de passer et de démarrer par nous, parce que comme on combat par rapport à, comme tu l'as dit, aux industriels qui ont des stands pléthoriques et tout. Donc nous, on est resté sur le terrain. Voilà, donc je ne sais pas si notre choix a été judicieux ou pas. Ton sentiment est peut-être de trouver à travers le futur bureau des choses pour faire encore mieux évoluer cet événement. Oui, alors c'est vrai qu'on est dans la lignée de ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on a toujours été très terre à terre dans le démonstrateur. Aujourd'hui, tu l'as évoqué, en tout cas, les futurs collaborateurs féminines ont une écoute sur un certain nombre de process, de techniques qui est très apparentée à la construction. Il est vrai qu'il est à nous d'être aussi, d'essayer de faire découvrir ce métier, nos métiers, alors t'en as cité un mais il y en a bien d'autres, à la moitié de la population mondiale. Parce qu'aujourd'hui sur cette terre, on a la moitié d'une population qui est malheureusement très peu utilisatrice, qu'on utilise très peu dans le bâtiment. Donc on a une marge de progression phénoménale. Et il est vrai que sur ce terrain, je suis tout à fait en phase avec vous. Il faut qu'on arrive peut-être à être beaucoup plus communicant auprès du personnel féminin, de la gente féminine, pour qu'on ait dans nos entreprises, à tout niveau des entreprises, à tout niveau des métiers, bien sûr il y a des métiers qui vont être plus difficiles pour certaines, mais tu viens de le dire avec non seulement des nœuds, donc des travaux acrobatiques par exemple, et ben c'est une piste, mais il y en a tellement d'autres. Après, il y avait aussi sur le stand d'Eiffage, par exemple, avec des appareils qui enlèvent une partie de la pénibilité du travaux public, avec le chariot qui se déplace. Pareil pour le gant aussi, qui permet de multiplier la force, tout ça. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y a comme des outils. L'ETP, avec le bâtiment, on va dire, innove avec des nouvelles technologies qui permet, on va dire, de soulager, on va dire, la pénibilité du travail. On va améliorer le travail. Mais j'ai pas vu le démonstrateur donc du coup du gant ni du chariot, donc mais il est vrai que ça va être, en tout cas il faut qu'on y réfléchisse sérieusement pour pouvoir aborder en tout cas et surtout faire venir ces femmes dans nos métiers. Parce que, encore une fois, je ne veux pas remettre encore la comparaison avec l'industrie, mais forcément, c'est plus facile d'être derrière un ordinateur que sur un... Tout à fait. Mais écoute, merci pour ce passage dans notre stand. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci. Merci. Bonjour et bienvenue à la BTP Bank sur notre petit salon, sur notre stand. Karine et Christelle, qui nous accompagnent au cours de l'année. Comment avez-vous trouvé la collaboration avec notre entreprise Garelli au cours de cette année 2023 ? Toujours très positive. Ah, ça fait plaisir. Et vous, Christelle ? Pareil. Ouais. Très bonne collaboration. D'accord. C'est un réel partenariat, c'est ça qui est appréciable. C'est un partenariat beaucoup avec notre DAF, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Ouais, parfait. Quelle particularité de gérer les finances dans ce secteur du BTP qui actuellement est quand même sujet à de grands mouvements, de nouvelles réorientations, que ce soit dans le terme bâtiment comme dans les travaux publics,
les nouvelles lois qui arrivent. Comment ça est appréhendé par la BTP Banque? L'importance pour nous, c'est de comprendre les problématiques qui existent aujourd'hui, qui vont se présenter, et d'être dans l'écoute et dans l'anticipation des besoins qui vont arriver, que ce soit dans des besoins de financement ou dans des besoins d'accompagnement si la situation devient plus compliquée. Et voilà, le maître mot, c'est surtout de comprendre les problématiques et de pouvoir adapter notre rôle de partenaire bancaire à ces problématiques. En termes d'anecdotes, est-ce que vous avez déjà eu des demandes surprenantes de la part d'entreprises du BTP, sans en dévoiler plus? Moi, à mon niveau, non. Pas pour le moment. On demande... J'aurais dû préparer le sujet pour pouvoir avoir une anecdote. Faudra que je travaille. C'est ça. Après, on est aussi là aussi pour vous accompagner, pour vous dire effectivement qu'il y a des choses qui se mettent en place dans la RSE, et notamment voir également avec les fédés, pour qu'elles puissent également vous accompagner et vous mettre en relation avec des sites à ce sujet, parce que ça va vraiment être d'actualité, enfin c'est déjà d'actualité, c'est très important pour répondre à certains appels d'offres. Vous faites bien de le dire, et je vais rebondir là-dessus. Donc l'entreprise Garelli est labellisée RSE niveau performant. Nous n'avons pas fait ça pour avoir un papier et un label, loin de là. Nous l'avons fait vraiment pour quelque chose qui, au fond de nous, est sincère. Alors certes, pour certains de nos collaborateurs, ça reste encore un peu abstrait, parce que néanmoins, Garelli fait beaucoup de relations proches vis-à-vis de nos collaborateurs au quotidien, tant sur des prises en charge sociales, mutuelles et tout, et puis sur la convivialité qu'on essaye de maintenir, qui est très complexe dans une entreprise qui commence à avoir un peu une taille significative. Mais ce que j'entends à travers ce que vous annoncez, c'est que ce label-là sera pris en compte peut-être dans des futurs prêts à impact ou équivalents qui permettront d'être financés sur tel et tel sujet, ou financés tout court, ou avoir peut-être un meilleur taux que les autres. Je ne sais pas, je suis un peu provocateur dans mes propos. Non, mais il y a beaucoup de réflexions qui sont menées à aujourd'hui, que ce soit au niveau individuel des banques ou que ce soit également au niveau global de la profession, côté bancaire, côté fédération, pour voir quelles sont justement les offres à adapter. Alors oui, des financements adaptés sur la transition écologique, et ça va passer par de multiples facettes. Et après, en termes de taux, à voir comment valoriser justement l'engagement des entreprises qui se sont déjà engagées dans cette transition pour les accompagner au mieux, et sur des conditions, à voir ce qui va être décidé à ces niveaux-là. Ouais. Alors, je rebondis un peu là-dessus, parce que je suis moi-même, ma casquette fédération PTP 06 et surtout FRTP, donc PACA, où je m'occupe de la commission développement durable, notamment avec monsieur Dominique Hayes de l'entreprise Gagnero, et moi je suis en charge de la RSE. Donc est-ce que courant 2024 maintenant, début dans le premier trimestre, vous serez prêt à faire une intervention pour nous expliquer un peu comment la BTP Banque, qui est la banque quand même de notre corporation, référente de notre corporation, même si vous avez d'autres confrères qui continuent à nous financer, mais qui pour nous est une référence, pouvez venir nous expliquer un peu plus pour nos sociétaires, tous nos adhérents, et les convaincre que la RSE, c'est pas qu'un label de bobotisation, je cherche mes mots, mais qui a un sens, et parce qu'aujourd'hui, clairement, donc nous avons que 9 entreprises labellisées RSE sur tout PACA en travaux publics. Je ne sais pas comment convaincre les gens, enfin moi de mon engagement, moi je suis convaincu, mais j'ai besoin de partenaires pour les aider à dire que c'est pas une lubie, c'est pas un nouveau label. Il faut vraiment le faire. Et c'est pas une contrainte, il ne faut pas le voir comme une contrainte supplémentaire, il faut vraiment le voir comme une force et une approche différenciante, déjà dans un premier temps, et après que ça vienne dans la... En fait, on a l'habitude, nous, côté bancaire, d'analyser des chiffres, mais on va au-delà des chiffres, et de plus en plus, les données extra-financières que sont par exemple la RSE vont rentrer en ligne de compte dans nos analyses de dossiers également. Donc c'est important de s'engager dans cette démarche. Ce que vous dites là, pour moi,
ça me fait plaisir de l'entendre parce que, bon, au-delà de ça, je ne vais pas me convaincre quelqu'un qui est convaincu de ça, hein, c'est clair. Au-delà de l'aspect bancaire, mais de l'aspect sociétal de ce label-là, même si nous, ce naturel était déjà fort sur Garelli, de par le poids de notre passé d'entreprise familiale, assez proche de ses collaborateurs, toujours en écoute et en veille du marché, y compris dans les nouveaux domaines qui sont l'économie circulaire, la revalorisation des matériaux. On en a fait nos preuves dans notre territoire, mais même ailleurs, dans le choix des nouvelles matières qui impactent moins la planète. De toute façon, c'est l'avenir, il faut faire ce... Alors, on en est convaincus, et moi, ce que j'attends de tous nos partenaires, et ça me fait plaisir que vous soyez là à le dire, c'est qu'aujourd'hui, l'impact va les toucher directement. Bien sûr. Peut-être aussi par le monde de l'assurance, qui aura de pair, peut-être, dans un deuxième temps. Mais on a besoin vraiment de vous. Voilà, écoutez, moi, on sera présent. Parfait. Et puis, je note bien que courant 2024, une petite intervention pour motiver nos adhérents afin de se lancer et de faire le pas vers la RSE soit quelque chose qui soit déterminant. Merci aux mesdames d'être venues. Merci pour l'invitation. Bravo quand même pour votre passage sur la Minipelle, puisque vous avez fait partie du challenge. C'était une première et c'était une première concluante pour moi. Merci beaucoup. Parfait, merci. Vous avez écouté Sous le casque, une émission de Garelli Online.